Bonsoir à tous et bienvenue. Les enquêtes pour élucider l'attaque de Kafolo avancent bien. Elles ont permis de mettre la main sur le présumé chef du commando qui a dirigé l'assaut meurtrier qui a fait 11 morts, annonce faite ce matin par Ahmed Bakayoko. 2020 enregistre l'une des pluviométries les plus fortes de ces dernières années. Des pluies très abondantes dans ce mois de juin qui ont fait d'importants dégâts. Pour prévenir d'éventuelles catastrophes, toutes les parties prenantes impliquées dans la gestion de la crise se sont réunies cet après-midi. Et puis à l'étranger, le Mali, où un mouvement de contestation réuni autour de l'imam Mahmoud Dicko réclame toujours le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. Mais les partisans de ce dernier s'organisent également, réunis au sein d'une plateforme. Ils ont rappelé hier au cours d'une rencontre leur soutien aux institutions de la République. Le chef du commando qui a mené l'attaque meurtrière contre l'armée ivoirienne à Kafolo dans le nord du pays a été capturé. Annonce faite ce lundi par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. C'était lors d'une cérémonie de recueillement à la mémoire des soldats tombés sur le champ d'honneur au service de la patrie, un sujet de Thiemé Dandje et Arona Zeba. L'émotion dans les yeux. Ces militaires réunis au nouveau camp d'Abidjan Cocody à Kodo, au nord, leurs frères d'armes tombés lors de l'attaque de Kafolo dans le nord du pays. L'instant est solennel. Ils mobilisent toute la hiérarchie militaire. En tête, le ministre d'État Ahmed Bakayoko aux côtés de ses hommes pour observer ce lundi, en dépit d'une pluie battante, une minute de silence. Signe de la solidarité des armées et de la nation aux soldats tués dans la matinée du 11 juin dernier. Le regard grave, le ministre d'État est formel. Ceux qui ont porté le glaive contre la Côte d'Ivoire vont répondre de leurs actes. Déjà, moins de 2 semaines après le coup, plusieurs présumés auteurs ont été arrêtés, dont le chef du commando. Et je suis très fier de la capacité de réaction de nos forces. Je suis très fier de la capacité d'investigation, que ce soit à Bassam, hier à Kafolo. Quand quelqu'un touche la Côte d'Ivoire, quand quelqu'un tue un Ivoirien, on réagit. Et là, je peux vous dire que le chef du commando qui a mené l'action a été pris hier. Et avec les investigations, nous irons plus loin. Nous saurons avec qui il était en contact, qui est derrière. À en croire le ministre d'État, l'attaque de Kafolo a des visées de déstabilisation du pays. Mais les commanditaires, encore tapis dans l'ombre, vont être démasqués. Il y a des gens qui se sont permis, qui se permettent, je sais pour quelle raison, alors qu'ils disent qu'ils aiment leur pays, de donner quelques informations à des terroristes sur les positions, sur les mouvements des forces. Tout cela est retracé. Je trouve qu'il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire dans la vie d'un homme que parce que vous avez tel ou tel problème, vous devenez l'ennemi de votre pays. Lors de cet hommage, le ministre d'État a annoncé une autre cérémonie qui va être présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Ce sera l'occasion pour le chef suprême des armées de marquer sa solidarité à la nation endeuillée à travers les soldats tués, mais aussi et surtout pour doper davantage le moral des troupes engagées pour la défense du territoire national. 2020 enregistre l'une des pluviométries les plus fortes de ces dernières années. Des pluies très abondantes dans ce mois qui ont fait d'importants dégâts. Pour prévenir d'éventuelles catastrophes, toutes les parties prenantes impliquées dans la gestion de la crise se sont réunies cet après-midi à la primature. Nadia Edja, Mathurin Badé. 19 décès dont 16 à Anyama, plusieurs blessés et plus de 700 sinistrés, c'est le bilan national des pluies diluviennes sur la période du 7 juin à ce jour. Un bilan dressé par Vagondo Diomondé, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, lors de cette réunion sur la question de l'inondation. Pour le gouverneur du district d'Abidjan, la discipline doit être de mise afin d'éviter des catastrophes similaires au cas d'Anyama. Nous vous demandons pardon, il faut être discipliné
et ne rien jeter de solide dans les canalisations. Cela diminue la vitesse d'écoulement de l'eau et l'eau remonte dans les habitations, d'où les inondations. Quant au ministre d'État Ahmed Bakayoko, assurant l'intérim du Premier ministre, il a appelé la population à s'éloigner des lieux à risque, tout en insistant sur l'appui de l'État. Dès demain, une communication sera introduite au Conseil de gouvernement pour qu'un secours urgent soit apporté à la mairie et aux populations en détresse. Nous continuons à lancer un appel aux populations qui habitent dans les zones à risque. Nous demandons à ces populations de quitter ces zones dangereuses pour elles-mêmes, pour leur vie, pour la vie de leurs enfants. Selon le ministre Vagondo Diomandé, les besoins à venir dans le cadre de cette mission se déclineraient, entre autres, autour d'une assistance d'urgence en vivre et non-vivre, d'un soutien logistique aux opérations de secours et une contribution aux frais funéraires. Le tout pour un coût de 99 millions de francs CFA. Ces fortes pluies qui s'abattent dans le district d'Abidjan, vous le savez, ont causé de lourdes pertes en vie humaine et matérielle. À l'instar de l'incident d'Anyama, sur place, les recherches continuent pour retrouver d'éventuels corps pendant que les rescapés appellent les autorités à leur trouver un lieu d'accueil. Salif Yalekwe, Tanguy Conan. Plus de 72 heures après le drame dans la commune d'Anyama, les sapeurs-pompiers militaires encadrés par d'autres forces sont à la recherche d'éventuels corps, quand les services de la société en charge du transport ferroviaire ont entamé les travaux pour la rénovation du passage du train. Les rescapés du quartier derrière Rail, quant à eux, ont trouvé des abris d'urgence dans l'enceinte de l'église catholique et la grande mosquée. Ces édifices religieux ont été visités par le préfet d'Abidjan après une concertation avec différentes parties. Des préoccupations ont été soulevées à cette occasion. Si vous voyez des gens aller encore dans la boue, dans des décombres, ils ne sont qu'à la recherche d'un couvert. Merci à la mairie, à l'église catholique et à la mosquée. Nous ne manquons de rien, la nourriture vient de partout. Mais la finalité est d'avoir un dortoir. Nous souhaitons un lieu pour nos familles car l'argent, l'aide peuvent être éphémères. Pour le préfet d'Abidjan, pas question pour ces familles de retourner dans ces zones à risque. Il faut que je vous dise la vérité, ça va être impossible de retourner là-bas parce que le terrain est dangereux. Au terme de cette journée à Anyama, Vincent Toby dresse le bilan. Jusqu'à ce que les pompiers arrêtent les opérations, le bilan est de 16 personnes décédées dans ce drame. Alors je vous parle, on a 733 personnes qui sont des personnes sinistrées prises en charge. Sur les 733 personnes, 273 sont retournées dans différentes familles. Et on continue l'assistance. Nous réitérons cet appel, quitter les zones à risque. Nous comprenons les difficultés sociales, mais nous avons demandé aux populations de quitter même les zones à risque pendant les périodes de crue. Aujourd'hui, la météo annonce régulièrement les pluies fortes. Les prévisions météorologiques annoncent des pluies à caractère orageux, modérées ou fortes, du lundi 22 juin au mercredi 24 juin 2020, sur le district d'Abidjan. On en vient au traditionnel décompte sur la situation du Covid-19 en Côte d'Ivoire. 185 nouveaux cas enregistrés ce jour, 60 guéris et 2 décès. Pour la situation générale, donc, rappelons les chiffres. Ce lundi, le pays enregistre 7667 cas confirmés, dont 3128 personnes guéries, 56 décès et 4493 cas actifs. Comme vous le voyez sur cet histogramme, continuons d'observer les mesures barrières pour vite sortir de cette crise sanitaire. Direction maintenant le nord-est de la Côte d'Ivoire, à la découverte d'une ville aux multiples symboles historiques, religieux et culturels qui résistent au temps et aux épreuves. Il s'agit de Kong, chef-lieu de département à la lisière du Burkina Faso, capitale de l'ancien puissant empire du XVIIe siècle. La ville garde jalousement ses 1001 trésors. 5 siècles après, les attraits ne manquent toujours pas. Entre autres, la mosquée multiséculaire ou la Grande Muraille contre l'invasion de Samori Touré, qui font de l'ancienne puissante capitale de l'Empire de l'Afrique de l'Ouest une destination de choix à grande potentialité touristique et culturelle. Kong, une perle multiséculaire inaltérable, un reportage exclusif de nos envoyés spéciaux Thiemé Dandje et Arona Zeba. Nord-est de la Côte d'Ivoire,
À 584 km de la capitale économique Abidjan, une localité multiséculaire vous ouvre les bras. Kong, capitale d'un ancien empire florissant, du XIe au XIXe siècle, Kong conserve encore le potentiel de son histoire, de sa culture. Au nombre des attraits de ce chef-lieu de département, cette mosquée de style soudanais. Plus vieux symbole de l'islamisation des peuples du septentrion ivoirien, elle n'a aucun secret pour le maire résident de cette commune de 30 000 habitants. C'est la petite mosquée, mais la plus ancienne, qui a été construite vers la fin du XVIIe siècle par l'imam Baro, le premier imam de Kong. Fruit d'un assemblage de briques de terre crue consolidées avec des taurons, la mosquée offre une unicité architecturale compacte, adaptée au climat relativement pluvieux de la zone. Si vous voyez l'architecture, vous constatez qu'il y a des bois qui sont plantés dessus de façon horizontale et de façon verticale. Ces bois n'ont rien d'un décor, c'était des échafaudages. Quand on construit jusqu'à un niveau donné, on met ces bois-là et on laisse sécher. Ensuite, on monte sur ces bois pour construire le niveau supérieur et ce jusqu'à la fin. L'édifice, toujours lieu de rassemblement et de prière par excellence, est suivi de la construction d'un autre appelé Misiriba. Cette autre mosquée a ses traits particuliers. Le sol n'est pas cimenté, c'est du sable très fin. On va chercher ce sable très loin et on tamise très bien. L'ingéniosité de ceux qui ont construit cette mosquée, c'est qu'au-dessus juste de l'imam, il y a une lucarne. Cette lucarne, quand on ouvre, ça donnait de la lumière à l'imam qui est là en train de lire le sermon. La lumière tombe exactement sur le texte que l'imam lisait. Une certaine histoire présente cette mosquée comme ayant été construite par Samori Touré, prédicateur opposé à la pénétration coloniale. Ici, cette version fâche. Ça, c'est un sacrilège. Je dirais même plus une insulte pour les Congolais. Samori n'a pas construit de mosquée à Kong. Il n'y a pas de mosquée Samori. Samori a plutôt détruit une mosquée. En plus, Samori n'a pas séjourné à Kong. Samori est venu d'Abakala, il a fait son forfait et le même jour, il a continué. Donc, on ne peut pas imaginer que Samori ait pu construire l'édifice, ce genre d'édifice-là, en quelques heures. Ce n'est pas possible. Kong, ce n'est pas que la religion. La ville doit également son charme à la présence de monuments à fort potentiel historique. C'est le cas du centre Louis-Gustave Binger. L'édifice abrite la bibliothèque et la case où vécut l'explorateur français venu pour signer un traité avec l'empereur de Kong, Sékou Ouattara. Nous sommes ici à l'espace culturel Louis-Gustave Binger de Kong, un espace qui porte le nom de l'explorateur français qui a séjourné à Kong du 20 février au 11 mars 1888 lorsqu'il est venu à Kong. Au sein de la bibliothèque, l'on trouve tout un pan de l'histoire du royaume de Kong, du passage de Samori Touré et celui des colons sur les terres des Kongas. Nous avons des expositions au sein de cette bibliothèque qui retracent l'histoire de la ville de Kong. Ici, nous avons la liste des rois qui se sont succédés depuis l'empereur Sékou Ouattara jusqu'à aujourd'hui. Visiter ce centre revient à s'abreuver à une source intarissable de l'histoire authentique, des faits aussi bien historiques, sociologiques que culturels. Nous sommes ici au pied de la case où a séjourné l'explorateur français Louis-Gustave Binger. Cette case comporte 3 pièces. La première pièce qui est là, qui était considérée comme un salon principal, le salon principal. Ensuite, il avait un autre salon, le salon privé, où il recevait des hôtes de marque. Ici furent signés plusieurs traités. Et c'est ici qu'il a eu à signer certains traités avec Kong. Le traité commercial, je veux dire. Kong était un centre commercial très important à l'époque, où transitaient l'or, le poisson, le sel, ainsi de suite. Troisième pièce, la chambre à coucher. On voit un peu le lit, l'illustration du lit de l'époque. Autre site, la stèle en mémoire de l'explorateur français Moskowitz. Membre de la compagnie marchand, il trouva la mort à Kong des suites d'une dysenterie. Le lieu où il repose est entretenu par cette sexagénaire. La stèle était en brousse. C'est mon mari qui l'entretenait. Personne ne venait ici. Depuis son décès, il y a 30 ans de cela à ce jour, c'est moi qui m'en occupe. Tous nos 8 enfants étaient encore des gamins quand j'ai commencé à prendre soin du site. Son bénévolat, lui, est reconnu par l'armée française. En 2015, celle qui se dévoue à l'entretien du site, alors en brousse avant l'expansion de la ville,
se voit décerner une attestation de reconnaissance de la France. L'actuelle équipe municipale entend également célébrer le volontariat de la gardienne des lieux. Elle pourrait se voir allouer une allocation pour magnifier le bénévolat qu'elle incarne. Dans le reste de l'actualité, la Cour pénale internationale CPI tient jusqu'à mercredi des audiences pour examiner la demande d'un procès en appel formulé par la procureure Fatou Bensouda à la suite des acquittements de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé prononcés en janvier 2019. Yeli Traoré. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont à nouveau devant la Cour pénale internationale à La Haye ce lundi 22 juin. Une audience se tient devant la chambre d'appel de la CPI pour entendre les observations sur l'appel demandé par la procureure Fatou Bensouda contre l'acquittement des crimes de guerre et crimes contre l'humanité prononcés fin janvier 2019 en faveur de l'ex-président ivoirien et de son ancien ministre de la Jeunesse. Les juges n'ont pas rendu une décision motivée en bonne et due forme et ont commis des erreurs de droit et de procédure en acquittant en 2019 l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a estimé lundi l'accusation devant la CPI. La Chambre de première instance a commis une erreur en acquittant M. Gbagbo et M. Blé Goudé en violation de ses obligations fondamentales au titre de l'article 74.5. Ces faits et d'autres faits objectifs vont tous dans le même sens. La majorité n'a pas achevé l'exercice de raisonnement complet requis par l'article 74 au moment où elle a été acquittée oralement en janvier 2019. Les victimes soutiennent et adhèrent aux arguments de l'accusation qui démontrent que la majorité a commis plusieurs erreurs de droit et vices de procédure en acquittant Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Les droits des victimes à la vérité, à la justice et finalement aux réparations ont été compromis par l'incapacité générale de la Chambre de première instance à mener une procédure équitable et plus encore par les erreurs identifiées dans le dossier de l'accusation. En raison de l'épidémie de nouveau coronavirus, l'audience de cette semaine est partiellement virtuelle, une première pour la CPI. Laurent Gbagbo assiste à l'audience par visioconférence, pendant que Charles Blé Goudé est lui présent dans la salle d'audience. Le bureau du procureur de la Cour a reproché au juge de la Chambre de première instance d'avoir présenté ses motifs écrits en juillet 2019, soit 6 mois après sa décision orale d'acquitter les deux hommes. Un laps de temps bien trop long, estime l'accusation, ce qui a recouvert d'une chape de doute la fiabilité de la décision. Aucune décision n'est attendue dans l'immédiat. Les 5 juges de la chambre d'appel devront délibérer. 2 issues sont possibles, l'acquittement définitif ou non. Au Mali, un mouvement de contestation réuni autour de l'imam Mahmoud Dicko réclame toujours le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. Mais les partisans de ce dernier s'organisent également. Réunis au sein d'une plateforme, ils ont rappelé hier au cours d'une rencontre leur soutien aux institutions de la République. Sous un ciel immaculé et un soleil de plomb, après une prière dirigée par un imam sur la place de l'Indépendance, l'hymne national a retenti. Puis le vacarme des vuvuzela a pris le dessus. Alors que les manifestants portaient des pancartes où l'on pouvait notamment lire « Ibeka dégage » ou « La dictature ne passera pas ». Il s'agit de la deuxième grande manifestation en 2 semaines dans la capitale contre le président malien surnommé Ibeka, après celle qui avait déjà rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes le 5 juin et qui a donné son nom à la contestation Mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques. Nous sommes là pour 2 choses. La première, la libération de l'honorable Soumaïla Cissé. La deuxième, Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, doit nous rendre le pouvoir. Nous sommes ici ce soir pour mettre fin à la corruption, pour mettre fin à la démagogie, pour mettre fin à ce pouvoir moribond qui n'est plus capable d'éduquer nos enfants, de nous donner la santé, d'équiper notre armée. Imaginez dans un pays où l'argent destiné à équiper l'armée pour la protection de la nation soit détourné. Ce pouvoir, on doit y mettre fin. Ibeka doit partir. Il pense qu'après nos discussions dans ce rassemblement, les manifestants repartis se fatigueront. Mais il n'en sera rien de cela. S'il plaît à Dieu, nous continuerons jusqu'à obtenir gain de cause.
Les partisans du président Ibeka aussi s'organisent pour soutenir leurs champions. Réunis au sein d'une plateforme dénommée Convergence des forces républicaines, ils ont rappelé, hier dimanche au cours d'une rencontre, leur soutien aux institutions de la République. Et c'est ici que prend fin ce NCI News, préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par François Ossou. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.